Mes chers amis, bonsoir, bienvenue. Donc bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bienvenue à Quoi de Neuf, notre émission quotidienne. Aujourd'hui, il sera question de santé scolaire. On parle souvent de déserts médicaux en Martinique. Bref, vous avez compris que la santé, c'est un point très particulier. Et pour parler de ce secteur santé scolaire, nous avons avec nous deux représentantes, Madame Safia Guérichi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous êtes secrétaire national du syndicat national des infirmières. Oui, c'est ça. On est le syndicat majoritaire, le syndicat représentatif des infirmières de l'éducation nationale, rattaché à la Fédération syndicale unitaire, donc la FSU. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons Hélène Jacob, qui elle est syndicaliste, on va dire, le SNIS, le FSU de Martinique. Oui, bonjour, je suis Hélène Jacob, co-secrétaire académique du SNICS FSU, le syndicat national des infirmières conseillères de santé. Bon, mais on va faire une petite mise au point d'abord. Alors, on connaît les écoles d'infirmières, etc. Est-ce que ça demande un cursus particulier? Une infirmière scolaire, est-ce que ça change un peu des libérales, etc. Ou ce sont les mêmes diplômes? Non, tout à fait, c'est vraiment une véritable spécialité. D'ailleurs, on se revendique comme une spécialité infirmière à part entière. On est formé pour travailler dans des équipes de soins, pour former sur des pathologies quand on est infirmière. Et là, en fait, on se retrouve en amont. On est des professionnels de santé de premier recours. On réalise une consultation libre et gratuite à la demande des élèves dans tous les établissements scolaires et avec un motif de consultation qui est tout à fait différent de ce qu'on peut retrouver dans d'autres exercices infirmiers, un public différent, une institution différente puisque c'est le cadre scolaire, donc les élèves, le public qu'on a ce sont des élèves, donc mineurs, il y a l'exercice de l'autorité parentale aussi qui est différente à l'éducation nationale, donc c'est vraiment une spécialité infirmière à part entière, on y est dans ces écoles depuis l'après-guerre. Et on a développé tout un savoir-faire infirmier qui permet aux élèves d'accéder à la réussite scolaire. C'est vraiment l'objectif du soin infirmier. Voilà une petite question qui peut être délicate. Est-ce que la sécurité sociale, par exemple, rembourse toutes ces interventions? Est-ce que les parents, par exemple, des parents qui ne sont pas à la sécu, est-ce qu'ils ont des problèmes, etc.? Non, pas du tout. Justement, en fait, on est un professionnel de santé dans un lieu de vie et à l'éducation nationale. Donc, on est vraiment un service public. On est des professionnels de santé de premier recours. Les consultations des infirmières, elles sont libres et gratuites. Les élèves peuvent venir en tant que de besoin, pour quelque motif que ce soit, à partir du moment où ils désirent consulter une infirmière. Nous, notre travail, c'est de veiller, de trouver s'il y a une problématique de santé, un trouble de la santé. Notre travail, c'est de veiller à ce qu'ils puissent être soulagés de leurs maux, qu'ils soient physiques ou psychiques, pour qu'ils puissent être centrés sur leur projet scolaire et leur réussite sociale et professionnelle. Notre travail, c'est vraiment de remettre l'élève dans la classe en position d'apprentissage le plus rapidement possible. Voilà. Là, nous allons nous tourner vers Madame Jacob. Alors, Madame Jacob, ce qu'elle vient de dire, en quelque sorte, vous qui avez pratiqué effectivement, parce que c'était votre poste, vous étiez un établissement scolaire. Je le suis toujours. Est-ce que vous corroborez à ce qu'elle vient de dire, ou alors est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à ce qu'elle vient de dire dans le cadre même de votre profession? Non, je suis d'accord à 100%, puisque c'est le cadre de nos missions à l'éducation nationale. Et en fait, on connaît le lien entre la santé, entre la réussite scolaire de l'élève et la santé. Un élève qui va pas bien, que ce soit dans son corps, dans son relation aux autres, dans son environnement, il n'est pas disponible pour apprendre. Donc, du coup, c'est une entrave à sa réussite. Et nous, de par notre présence au plus près de lui et d'elle, de nos élèves, on est un personnel qui permet déjà d'offrir un espace d'accueil, d'écoute, et ensuite de comprendre ce qui se joue pour lui permettre soit de l'écouter, des fois juste écouter, parler, ça soulage, ça permet d'avancer, d'aller mieux, soit ensuite on détecte effectivement des choses qui ne vont pas et on oriente, on travaille en équipe. On permet... Je précise, Mme Guérichi, que si vous avez éventuellement des compléments d'information à ajouter à ce que Madame dit, vous pouvez intervenir. Est-ce que oui, tout à fait. Oui. On est dans le même syndicat, on a la même façon de travailler, de défendre vraiment l'intérêt de la présence de cette consultation libre, qui est un premier maillon en fait, qui est un premier maillon et qui va nous permettre d'avoir un regard de professionnel de santé sur un élève, mais de répondre à sa demande et de le faire avancer. Donc il y a toute cette dimension individuelle qu'on peut faire par ces accueils
libre. Et il y a aussi, pour compléter, il y a cette dimension d'éducation à la santé après collective. Parce qu'on reçoit les élèves dans les infirmeries à leur demande, on arrive à identifier le besoin qu'ils ont eux. Pas le besoin que les professionnels de santé vont identifier chez ces populations adolescentes particulièrement, mais vraiment ce qui se joue dans l'école à un moment précis, et on peut intervenir ensuite en équipe, parce que c'est vrai qu'on travaille en équipe pluriprofessionnelle à l'Éducation nationale et on y est attaché. On peut travailler ensuite en équipe pour agir en amont. On est vraiment sur de la prévention, sur de l'éducation à la santé. Ça, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans l'Éducation nationale, mais qui, depuis 2015, est renforcé. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, sur tout ce qui est ces parcours éducatifs de santé qu'on peut faire à l'Éducation nationale pour prévenir justement tous ces troubles qu'on peut rencontrer après et qui, comme le disait Hélène, et ça c'est vraiment important, qui entrave la scolarité. Alors je vais me tourner vers Mme Jacob. Effectivement, on a eu l'occasion de travailler en milieu scolaire. Un élève, un signalement est fait, etc. Le professeur voit qu'il y a un élève qui a un comportement assez bizarre, etc. Il appelle le chef de classe, bon, vous l'accompagnez. On oriente l'élève vers vous et vous relevez d'une pathologie, je vais dire, psychique. Alors là, vous êtes infirmière. Est-ce que vous prenez des mesures tout de suite pour pouvoir entrer dans... Alors déjà, on n'est pas médecin, on ne va pas poser de diagnostic, mais on va repérer qu'il y a effectivement une souffrance, un mal-être. Et ben nous, notre rôle, ça va être déjà de sécuriser l'élève en lui offrant cet espace d'accueil où il sait qu'il va être pas jugé, qu'il va être écouté, qu'il va être entendu. Et du coup, ça va lui permettre de s'exprimer, parce qu'on sait que tout ce qui n'est pas dit s'imprime, tout ce qui ça reste. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime à l'intérieur. Et du coup, ces choses qu'on garde à l'intérieur, et ben ça s'accumule et ça nous fait des valises, un sac à dos trop lourd à porter et qui nous empêche ensuite d'avancer. Donc effectivement, de permettre à l'élève de venir dans ce lieu, dans ce no man's land, dans ce lieu neutre en fait, qui lui permet de s'exprimer, de se libérer. Et ben nous, ça nous permet ensuite de poser, de mettre en place des actions pour l'accompagner et lui permettre de dépasser ses difficultés. Voilà. Il faut savoir quand même que parmi les élèves qui franchissent... Alors déjà, quand un élève franchit le seuil de l'infirmerie, c'est jamais anodin. Parce qu'on va dire, ouais, l'infirmière, voilà, il a mal à la tête, on va lui donner un Doliprane et puis il va rentrer en cours. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'en fait, on se rend compte que les élèves qui franchissent, qui vont à l'infirmerie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on essaye de comprendre en fait ce qui se joue derrière le mal de tête, le maux de ventre. Alors on voit par exemple des élèves qui viennent toujours quand ils sont en cours de français, on dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il vient toujours au moment où il a cours de français, qu'est-ce qu'il y a en vérité? Vous voyez, qu'est-ce qui se cache derrière la plainte somatique. C'est un rapport avec le professeur, on ne sait pas, avec les parents. Ça peut être, alors après, ça peut être tout un tas de raisons. Et c'est ça qui est... chaque situation est unique, en fait, et particulière. C'est un métier, en fait, où on ne s'ennuie pas parce que chaque jour, on rencontre des situations qu'on n'a jamais rencontrées. Donc, on est toujours en train de se questionner, de savoir comment on va pouvoir accompagner l'élève, mettre en place des choses, parce que parce qu'on est tous des individus uniques. Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on parle de choses vraiment très sérieuses concernant à la fois le bien-être des enfants, mais aussi des parents. Alors, je vais me tourner à nouveau vers Madame Guérichi. Alors, on a un phénomène actuellement qui est très... il y a pas mal d'années, le harcèlement, par exemple, à l'école. L'enfant se sent harcelé, il se sent traqué, etc. Est-ce que cette catégorie de comportement, ça entre aussi dans vos attributions? Bien sûr. En fait, le rôle de l'infirmière de l'Éducation nationale, c'est de détecter précocement tout ce qui peut entraver la scolarité. Et évidemment, le harcèlement. C'est vrai qu'on a passé la journée nationale du harcèlement. Par les consultations infirmières dans les établissements, on va détecter des phénomènes de harcèlement. Parce que, comme le disait Hélène, quand on arrive à mettre en place une relation de confiance et à sécuriser l'élève, des choses qu'il ne dit pas à sa famille parce qu'il a un lien affectif très fort et qu'il ne peut pas leur faire peser ses difficultés, il va pouvoir le dire à un professionnel de santé beaucoup plus facilement. Et de là, la parole, elle se libère et nous, on peut agir. Et du coup, comme on est dans l'école, on peut travailler avec la vie scolaire ensuite pour que cette situation de harcèlement y mette un terme. Mais c'est vrai qu'on a un phénomène d'harcèlement. Alors, il y a l'harcèlement sur les écrans, il y a eu aussi, on est en post-Covid, on voit très bien que les élèves vont mal, mais on a aussi l'état d'une société où les élèves vivent une forme d'agressivité, de difficulté à se projeter, et cette agressivité, elle ressort. Et elle ressort par de phénomènes de harcèlement. C'est de l'hétéroagressivité. Donc nous, en tant que professionnels de santé, on sait mettre des mots là-dessus. Mais comme le disait Hélène,
quand on n'écoute pas les jeunes et quand on a une période particulière comme l'adolescence, toutes les violences et tout le stress qu'ils subissent, ils le sortent sur eux. On a des phénomènes d'hétéroagressivité, on a bien vu des tentatives de suicide ou les scarifications des phénomènes d'hétéroagressivité assez développés et le phénomène d'harcèlement qui est très fort et contre lequel on lutte. Et là encore, l'équipe, mais aussi les parents. Vous le disiez tout à l'heure, travailler avec les parents. C'est vrai que cet espace, cette interface qu'offre l'infirmière, on est quand même soumis au secret. Du coup, on peut travailler avec l'élève, avec sa famille, sur des choses qui, des fois, ne sont pas dites et ne sont pas connues de la communauté scolaire, mais qui ont un impact sur l'élève et sur son comportement et qui peut aussi expliquer son comportement agressif et on peut agir dessus. Alors on va cerner un peu plus sur votre présence ici, etc. On va aborder des sujets concernant l'évolution des missions des infirmiers. Là on entre dans le domaine syndical, là vous êtes directement concerné, de l'éducation nationale, les revendications du SNIES FSU pour faire progresser la police. La reconnaissance d'abord d'un master en soins infirmiers et la revalorisation salariale, évidemment ça va avec, reconnaissance de la catégorie A du type de l'AFP. Qu'est-ce qui répond, la syndicaliste ou le les deux? On peut faire en double. Donc je vais amorcer parce qu'effectivement c'est des revendications nationales. Donc je vais les présenter. Comme on le disait tout à l'heure, l'infirmière de l'éducation nationale c'est une spécialité. Quand on a un diplôme d'État, on est préparé à exercer du soin technique majoritairement ou du soin sous prescription médicale, donc de la thérapeutique. Ce qu'on fait à l'éducation nationale, vous l'aurez compris, c'est que ça correspond pas exactement à ça. On est vraiment sur de l'essence de la prévention et donc on a besoin, on n'est pas formé par notre diplôme d'État suffisamment au public qu'on accueille, à la connaissance du public, à l'éducation nationale, à tout ce que c'est, et à notre équipe de travail. Et on va travailler sur du soin infirmier, mais on travaille aussi sur de l'éducation à la santé. Et tout ça, pour nous, c'est une véritable spécialité, d'où la revendication d'un master de la reconnaissance. Donc prolonger les études un peu. Voilà, évidemment, oui, on sort avec un diplôme d'État, donc une licence qui nous prépare à exercer en service de soins et on n'est pas dans un service de soins à l'éducation nationale et on n'est pas face à un public malade. Donc on a besoin d'études complémentaires et pour nous un master. On travaille en pleine autonomie, voilà. Ça fait partie aussi de cette même revendication, on la retrouve dans la revendication salariale. On est un métier de service, on est un métier très féminisé et donc alors qu'on a des missions et une responsabilité professionnelle qui correspond à un agent de catégorie A, on a été cantonné en catégorie B. Il a fallu beaucoup de manifestations et de sortir dans la rue pour revendiquer l'égalité de traitement avec d'autres professions qui ont les mêmes niveaux de recrutement, de progression des indices, par exemple. Du coup, la catégorie, la catégorie A, c'est vrai que la catégorie A, elle correspond au niveau de recrutement et de responsabilité. Et donc nous, ça fait très longtemps qu'on est autonome, qu'on est en plein exercice, qu'on est responsable de diagnostic infirmier qu'on fait, qu'on peut être poursuivi ou devant un juge, même au pénal, par rapport à l'exercice qu'on fait. Et on n'a pas la catégorie qui correspond. Et encore une fois, on a lutter par la rue. Il y a eu beaucoup de manifestations infirmières pour obtenir une catégorie A, mais qui n'est pas le A des autres professions. Donc on a encore un salaire moyen, un salaire moyen à l'éducation nationale qui est près de 1 000 € inférieur à d'autres catégories A de la fonction publique État. Donc, ce qui est pour nous une véritable injustice. Voilà. Madame Jacob, justement, vous êtes déjà en profession depuis pas mal de moments, de ce qu'elle parle, la reconsidération même du niveau d'études. Est-ce qu'il est possible également qu'elle prolonge, si elle n'a pas eu l'occasion de faire ses spécialités, est-ce que c'est possible de retourner à l'école Ou alors c'est sur le tas de... disons que pour une ancienne infirmière comme moi, on a suivi quand même des formations. On est formé chaque année, on participe au plan académique de formation. Il y a une offre de formation qui est proposée et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Ce qui fait qu'on acquiert des savoirs et des compétences, que ce soit en éducation à la sexualité, sur le champ des addictions, par rapport à la nutrition, parce qu'une infirmière de l'éducation nationale, elle intervient après en prévention et en éducation à la santé sur tous ces champs. Donc il faut aussi à chaque fois qu'on se forme, qu'on s'informe, des stages, et qu'on se mette à niveau aussi. C'est pas parce qu'on l'a fait il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est la formation continue. Ça. Mais du coup, ça nous. Moi, je considère, aujourd'hui, je me dis qu'on a acquéri un bagage qui... moi, je ne vais pas retourner faire la spécialité, mais c'est pour les nouvelles collègues qui arrivent, pour qu'elles aient un autre parcours qui soit reconnu, parce que
Dès maintenant, l'institut, pour les jeunes qui arrivent là, etc. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on arrive à l'éducation nationale avec un diplôme d'État et on devient infirmière de l'éducation nationale, on comprend vraiment l'exercice au bout de plusieurs années. Donc c'est pour ça que nous, un master, ça permettrait partout, c'est une question d'égalité. On est quand même dans l'éducation nationale, c'est une institution qui défend l'égalité républicaine. Donc c'est pour que tous les élèves se retrouvent face à une infirmière qui a le bagage suffisant pour répondre à leurs besoins. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est une formation qui est statutaire, on passe un concours pour être infirmière de l'éducation nationale et le ministre, notre employeur, doit nous donner cette formation pour que les élèves et les familles ont une qualité de service. Donc c'est pour ça qu'on la revendique. Parce que oui, effectivement, il y a énormément d'infirmières qui passent des masters, des DU, parce que oui, il faut être spécialisé en addictologie, il faut être spécialisé en tabacologie, en éducation à la santé, en contraception. Et donc, individuellement, les infirmières vont, si elles le peuvent, si leurs conditions de vie le peuvent, si leur employeur leur permet, donc le recteur, là, pour le coup, vont aller chercher des formations dont elles ont besoin. Mais du coup, pour nous, c'est vraiment une égalité d'accès. Donc, on passe le concours. Comme pour tous les fonctionnaires, il y a une formation d'adaptation à l'emploi. Pour nous, ça doit être un master. Voilà. Alors justement, on va se tourner également vers Madame Jacob. Alors, dans le cadre de Covid, on a vu le monde de la santé, etc., pousser des revendications. Le métier en lui-même d'infirmière, est-ce que c'est mal considéré maintenant, pensez? Est-ce qu'il y a un malaise là? Alors, Pas infirmière scolaire, infirmière en général, ouais. Moi, je peux parler que des infirmières scolaires de l'éducation nationale. Il y a eu un malaise l'an dernier en période de tension, que ce soit au niveau du CHU. Ce malaise a ruisselé sur nous. Il y a eu de la méfiance. Il y a pu avoir de la méfiance, mais je pense qu'on a su rassurer à la fois les parents, les élèves, parce qu'une infirmière d'éducation nationale, c'était par rapport à la vaccination, tout ça, on les a rassurés par rapport au fait qu'on n'allait pas vacciner les élèves, qu'on faisait pas une infirmière de l'éducation nationale, elle n'est pas dans la majorité de son temps, elle va pas faire. En fait, nous, on est auprès d'un public qui est en bonne santé. Vous intervenez, oui. On intervient auprès d'un public en bonne santé. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes conditions qu'à l'hôpital, mais évidemment que la crise sanitaire a rejailli énormément sur les infirmières de l'éducation nationale, puisqu'on nous a demandé d'exercer des missions qui n'étaient pas les nôtres. Ouais. Madame, on va se retourner vers Madame Guérichi. Alors justement, j'ai quelques notes là, on parle justement de mal-être, burn-out, etc., de difficultés de recrutement. Parce que les gens souvent ils s'imaginent que ce sont une sinécure, quoi. Mais les réalités, elles sont là. Donc vous avez des problèmes, les infirmières, dans ce milieu-là, rencontrent des problèmes. Ouais. Oui, on a des problèmes. Alors on va parler franchement. C'est vrai que pour certains, l'infirmière de l'éducation nationale attend tranquillement dans l'infirmerie, ne fait pas de garde, ne porte pas de malade, n'est pas face à un public, on n'est pas en réanimation. Voilà. Mais on a d'autres problématiques professionnelles. Quand on est à l'hôpital, et on est toutes passées par l'hôpital pratiquement, on travaille en équipe. On travaille dans une équipe qui fait quand on sort de notre garde, il y a d'autres personnes qui prennent le relais. À l'éducation nationale, on est en pleine responsabilité face à l'élève et il faut que nous trouvions les bons mots, les bonnes solutions, les bons partenaires, travaillons de façon optimale avec la famille pour accéder aux soins. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on sort d'une crise où les élèves vont mal. Donc les infirmières, on n'est pas assez nombreuses pour répondre aux besoins et on voit la souffrance de ces jeunes et on voit le peu de moyens dont est dotée l'éducation nationale pour agir et le peu de moyens dont on a à l'extérieur pour accueillir correctement cette jeunesse et réussir à dépasser la crise qu'on voit, cette crise dans cette société. Et ici, particulièrement d'ailleurs, puisqu'il y a une... Vous pensez qu'on n'est pas assez doté de moyens ici? Exactement, bien sûr. Oui, il n'y a pas d'offre de soins complets en Martinique, en soins infirmiers. À l'éducation nationale, les infirmières ne peuvent pas accueillir tous les élèves qui se présentent ou alors les suivis sont trop lâche en fait et du coup on peut pas travailler de façon très dynamique. Ce qui est important pour cette égalité scolaire, c'est que
on détecte un problème de santé et on agit le plus précocement pour que chacun ait la même chance de réussir. Pour l'instant, c'est pas le cas. On n'est pas face à une égalité républicaine en Martinique, puisque tous les établissements sont pas dotés de 2 postes infirmiers. Par exemple, sur les collèges, on a le collège et le premier degré, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'infirmière fait son travail sur le premier degré, c'est important qu'elle le fasse, elle est absente du second degré. Donc il y a des choses, des élèves qui ne sont pas reçus, des situations qui ne sont pas suivies, en tout cas pas par un professionnel de santé. Madame Jacob, alors vous, évidemment, vous approuvez tout ce qu'elle vient de dire, parce que vous le vivez jusqu'à maintenant. Oui. On a parlé si vous voulez, en quelque sorte, apporter une petite modification aux études, donc pour que ça cerne mieux les personnalités. Il y a plus, et puis il y a le côté social, il y a des gens qui n'ont pas de moyens aussi. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Et vous êtes là, vous êtes en mission pour pouvoir... Effectivement. Vous passez dans les établissements scolaires. Voilà, nous, en fait, là, on va faire un congrès académique, on va réunir les infirmières de Martinique pour discuter avec elles de leurs problématiques, pour identifier les problématiques prioritaires et qui seront portées ensuite au recteur de cette académie, parce que chaque territoire est différent, avec des problématiques différentes, mais la problématique de moyens, elle est nationale. Donc, imaginez que dans une académie comme la Martinique, on sait qu'il y a des difficultés sociales, des difficultés de violence, des difficultés différentes, plus accentuée. Et puis une société en pleine mutation. On parle d'asphyxie sociale sur ces territoires d'outre-mer où il n'y a pas les mêmes chances, la même égalité, le même accès aux soins et donc avec un poids sur l'éducation nationale qui est beaucoup plus lourd. Donc pour nous, il devrait y avoir beaucoup plus d'infirmières en Martinique par rapport au nombre d'élèves et aux difficultés qu'ils rencontrent. Là, on va arriver dans la dernière ligne droite. Alors j'aurais bien aimé entendre également Madame Jacob. Vous sentez qu'il y a urgence, quoi. Quel est le message que vous voulez faire passer non seulement aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, mais également aux parents, etc., au monde enseignant, bref. Je pense que oui, il y a urgence parce que c'est pas facile pour la jeunesse d'aujourd'hui dans ce monde en mutation à tous les niveaux. Alors c'est vrai qu'on sort d'une crise sanitaire, on a une crise sociale, une crise environnementale et nos jeunes grandissent dans ce monde-là et donc qui fait peur, ils peuvent avoir tendance à se réfugier derrière les écrans, derrière voilà. Mais c'est une fuite en avant, ça. Voilà, mais en fait aussi par rapport à ce que je voudrais dire par rapport aux écrans justement, quand on les interroge les jeunes, on leur dit mais bon quand même. Comment ça se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais derrière ton téléphone? Souvent, ils vont nous dire, en fait, je m'ennuie. Et en vrai, ce qu'ils nous disent, moi, je préférais aller faire, j'ai pas dansé la Zumba sur la plage ou aller avec mes parents visiter, je sais pas, le jardin de Balata. Et en fait, c'est ça, c'est d'être à l'écoute des jeunes, de toujours rester en contact avec eux, même si des fois on les comprend pas et qu'on peut être en conflit. Le conflit reste sain quelque part puisque c'est de l'intérêt qu'on a pour le jeune et vraiment toujours garder ce lien, être à l'écoute de notre jeunesse et puis je crois en l'importance de l'éducation. Dans toutes ses dimensions, éducation civique, santé, environnement. Voilà, Madame Guérichi également, votre message, une minute pour, je ne vais pas dire pour séduire, au contraire, pour pointer du doigt certaines. D'accord. Non, je rebondirai sur l'intervention d'Hélène. Effectivement, on a une jeunesse en grande souffrance. Et ce qui nous interpelle, nous, en tant que professionnels de santé, c'est à quel moment notre société, pas que nos politiques, mais notre société, va prendre la mesure de cette difficulté et offrir à cette jeunesse un avenir beaucoup plus radieux que celui qu'on lui promet aujourd'hui. Donc, à quel moment on va commencer par les écouter, leur donner les moyens, et ça passe aussi par des moyens d'accès aux soins, d'infirmières à l'éducation nationale. À quel moment on va se saisir de cette crise pour leur permettre de la dépasser en étant acteurs. Et donc, nous, on appelle à une mobilisation de toute la société pour la jeunesse. C'est notre avenir, c'est celui de notre société. Voilà, c'est le message qu'on a. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que, on ne va pas dire qu'il y a urgence, mais quand même, ces deux invités ont insisté sur le fait qu'il faudrait peut-être prendre une autre direction dans le sens de la santé scolaire. À très bientôt, sur Zouk TV, bien sûr.